Bienvenue à tous dans cette émission spéciale coproduite par infolive.tv et jssnews.com. Une émission que nous avons décidé d'intituler Deux yeux sur leur planète. Un hommage, un clin d'œil à l'émission de France Télévisions, France 2, qui s'intitule Un œil sur la planète, qui a été diffusée le 3 octobre dernier à 22h45. Nous avons voulu, avec les équipes d'Infolive et de JSS News, vous présenter un œil différent sur la réalité du Proche-Orient. Beaucoup de téléspectateurs, beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, sur Internet, dans la blogosphère, ont été choqués par une sorte de parti pris violemment anti-israélien qui a été décidé par la rédaction d'Un œil sur la planète. Nous avons donc organisé en urgence, dans les plus brefs délais, une sorte de contre-émission pour apporter un point précis sur 4, 5, 6 petites séquences précises et pour apporter une sorte d'équilibrage. Au cours de cette émission spéciale, nous aurons le plaisir d'accueillir dans un instant le colonel de réserve de l'armée israélienne, Olivier Rafovitch. Il viendra nous parler de la vision de Tsahal dans ce reportage et de ce qu'est réellement Tsahal aujourd'hui. Nous aurons également la chance et le bonheur d'avoir parmi nous le professeur Emmanuel Navon, professeur de relations internationales à l'université de Bar-Ilan. Nous recevrons bien entendu notre ami Marc Israël Selem, photoreporter au Jérusalem Post, le chef du service photographique du Jérusalem Post. Nous recevrons Maxime Pérez, un des correspondants de la presse française en Israël, mais également Mathias Inbar qui viendra faire la conclusion de cette émission. Et entre-temps, nous aurons également la chance et le plaisir de recevoir Rafi Idbilski, qui est guide touristique à Jérusalem et qui est ancien commandant de réserve de Tsahal. Il viendra nous apporter un regard particulier sur Jérusalem et tout ce qui a été dénoncé comme étant de la colonisation à Jérusalem. Beaucoup de choses, une émission très complète. On va essayer de faire le plus rapidement possible. On ne pourra pas tout parler, bien sûr. Le reportage de France 2 durait 2h30, le nôtre moins d'1 heure. On va essayer simplement d'équilibrer certaines choses et on commence avec cette première séquence sur l'armée israélienne, une sorte de concentration de ce qu'est l'armée israélienne selon les journalistes de cette émission. Et on en parle dans un instant avec Olivier Rafovitch. Fin 2008, après 2 nouvelles victimes en Israël, suite à une roquette du Hamas, l'armée israélienne entre dans Gaza. C'est l'opération Plomb durci. 22 jours et 22 nuits de bombardements massifs. Une punition collective pour les agissements d'une minorité. Car à Gaza, pas d'exode possible. La population est prise au piège alors que l'armée israélienne lance des bombes au phosphore sur des quartiers d'habitation. Retour sur ce plateau avec Olivier Rafovitch. Olivier, bonjour. Bonjour. Vous êtes colonel de réserve de l'armée israélienne, vous êtes porte-parole de Tsahal, mais vous êtes aujourd'hui sur notre plateau présent en tant que responsable également de la chaîne de télévision online infolive.tv. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Les téléspectateurs français vous connaissent très bien puisque vous étiez sur toutes les télévisions françaises il y a une dizaine d'années, notamment lors de la seconde Intifada. Et c'est là que tout le monde vous a connu. Vous avez vu comme nous ce reportage et cette séquence en particulier que nous venons de montrer et de diffuser. Quel est votre sentiment général sur cette émission Un œil sur la planète qui nous fait tant réagir aujourd'hui? Bon, d'abord, c'est pas une émission. C'est un programme palestinien, anti-israélien, qui a été programmé, qui a été organisé, qui montre un seul côté, qui le montre bien d'ailleurs, avec la volonté de vouloir casser, détruire, presque anéantir l'image de l'État d'Israël, de l'armée israélienne. Il y a une espèce de romantisme naïf de la part de ceux qui traitent du sujet et de traiter les Palestiniens comme, encore une fois, les victimes avec un grand V et les Israéliens comme les bourreaux. Et ce qui est grave dans ce reportage, ce qui me profondément m'interpelle et doit interpeller non pas seulement les Juifs, mais également les hommes de bonne volonté et ceux qui veulent la paix et ceux qui croient en la démocratie, c'est qu'un tel reportage va d'abord et avant tout à l'encontre de l'entente et de la paix. Il va exactement être là pour créer un climat d'abord de haine, puis qui est très facilement traduisible par une violence qui peut être demain dans les quartiers chauds des grandes villes de France et amener une friction
entre Français d'origine maghrébine face à des Juifs qui tout d'un coup vont être le résultat d'un reportage qui malheureusement est encore une fois un reportage qui a été fait avec des professionnels de la communication, avec l'aval d'une grande chaîne française d'État qui est France 2, et nous sommes encore une fois devant. En gros, ce que vous dénoncez aujourd'hui, c'est une sorte d'appel à la violence qui a été lancé par France 2 avec ce reportage. Vous percevez vraiment ce reportage comme biaisé? Et attendez, s'il n'est pas biaisé, alors qu'est-ce qu'il est? C'est pas un reportage. Je dis c'est un programme. C'est un programme de la télévision palestinienne qui montre le problème palestinien du côté palestinien. Qu'est-ce qui ne va pas selon vous dans ce reportage, dans ces images que nous avons vues? Mais tout est mauvais. Rien ne va dans ce reportage. On a des gens qui sont partis sur le terrain avec, dès le départ, non pas une idée qui va être développée, mais déjà un script et un scénario avec une conclusion à l'avance. Et dans ce script et scénario et conclusion à l'avance, on va amener les éléments pour que tout concorde. Donc s'il y a ici un travail qui est fait, c'est un travail de publicitaire. On est des spectateurs. On est israélien, on est aussi français, on est juif, chrétien, musulman. On nous donne un reportage à voir sur une grande chaîne d'État. Donc on le regarde, ça paraît intéressant, ça vient à un timing intéressant, on parle de l'ONU, des Palestiniens, d'Israéliens, on parle d'un retour du processus de paix, de négociation, et puis tout d'un coup on nous amène ce narratif palestinien classique, anti-israélien classique, non pas par des journalistes palestiniens, ou de El Jazeera, ou de chaînes arabes, mais par des journalistes français, qui devrait avoir une certaine réserve au moins pour traiter un sujet qui est tellement délicat, tellement complexe, tellement compliqué, avec tellement d'émotions, tellement de facteurs historiques, tellement de vérité pour chacun, que de le simplifier et de vouloir en fait le rendre tellement simple, tellement manichéen, le blanc et le noir, qu'on arrive à un résultat qui est très grave pour, non pas seulement pour Israël, mais je dis qui est très grave pour le journalisme dans son ensemble. Et j'espère qu'aujourd'hui, ceux qui sont derrière les caméras et qui ont fait le reportage, peut-être, j'espère en tout cas, devront corriger le tir, sans faire de jeu de mots, et s'apercevoir qu'ils ont fait ici une très grave erreur pour l'intérêt d'abord de la paix, pour l'intérêt des Palestiniens, des Israéliens, des Juifs, des musulmans, des chrétiens, mais également de la France. Olivier Rafovitch, merci beaucoup d'avoir participé avec nous à ce premier décryptage. Voici une seconde séquence vidéo et on se retrouve juste après en duplex depuis Paris avec le ministre plénipotentiaire de l'ambassade d'Israël en France, le numéro 2, plus brièvement parlant, monsieur Sami Ravel. À tout de suite. Murs en béton, clôture grillagée à d'autres endroits. Israël a érigé une séparation physique entre son territoire et la Cisjordanie pour éviter les attentats. Seul problème, le mur empiète largement sur les terres palestiniennes, environ 10% de la Cisjordanie. Des champs, des villages, des communautés entières se retrouvent scindées en deux. Retour sur ce plateau en direct depuis Jérusalem et nous sommes en duplex avec monsieur Sami Ravel, ministre plénipotentiaire de l'ambassade d'Israël à Paris. Vulgairement, comme on dit, le numéro 2 de l'ambassade. Merci monsieur Sami Ravel d'avoir accepté notre invitation, malgré toutes les considérations techniques que nous avons dû prendre pour organiser ce duplex en direct. Peut-on avoir, s'il vous plaît, votre première impression concernant ce reportage que nous avons vu ? Oui, j'ai regardé l'émission de France 2. En Israël, on est une démocratie, on est habitué à une discussion médiatique très vive, très franche. Mais malheureusement, cette émission est une émission biaisée qui reflète ni les faits historiques ni la vérité actuelle. D'ailleurs, ces dernières années, il y a une campagne de délégitimation d'Israël qui se déroule en France, et beaucoup de termes, beaucoup de la terminologie qui ont été utilisés pendant cette émission répètent ces slogans qu'on a pu entendre pendant cette campagne. Sami Ravel, on a vu une séquence sur le mur dont on parlait, sur cette barrière de sécurité. Ça ressemblait vraiment à une attaque à charge contre Israël. Est-ce également votre ressenti ? Pendant cette émission, on oublie complètement les problèmes sécuritaires d'Israël. D'ailleurs, quand on parle de la sécurité en Cisjordanie, il y a eu une certaine
amélioration ces dernières années, mais c'est aussi, ou peut-être probablement beaucoup, grâce à ces coopérations avec Israël. Moi-même, j'ai participé dans des réunions pour faciliter la coopération avec des forces d'entraînement européennes. Des autres opérations ont été déroulées avec les Américains pour entraîner des forces de sécurité. Mais malheureusement, le programme ne mentionne même pas ça. Et ce qui est beaucoup plus grave, il ne mentionne pas du tout le fait que la violence, l'incitation en Cisjordanie continue. Encore dernièrement, un point à Ramallah elle-même, qui est aussi montré pendant l'émission, a été appelé au nom de Dalal Mughrabi, une terroriste qui a tué des dizaines d'Israéliens. Comment est-ce qu'on peut glorifier ces terroristes? Et des attaques terroristes ont été planifiées en Cisjordanie ces derniers mois encore contre des Israéliens. Justement, Samir Havel, on revient à la séquence en question. On a l'impression que les journalistes responsables de ce reportage utilisent la phraséologie de l'OLP directement, sans même vraiment la comprendre. Est-ce que c'est également votre ressenti, vous, en tant que diplomate israélien ? Il y a beaucoup de propagande dans cette émission, mais ce qui est très très grave pour un Israélien, c'est le fait qu'on ignore complètement les vrais intérêts israéliens. Israël est le seul État juif dans le monde. Il y a des vraies menaces dans la région, on ne peut pas les ignorer. Encore la semaine dernière, le dirigeant spirituel iranien a appelé de rayer Israël de la carte. L'Iran continue à soutenir en financement, en transfert d'armes. Il soutient le Hezbollah qui veut rayer Israël à la carte, le Hamas dont on a parlé. Ce sont des considérations sécuritaires sérieuses. L'Israël avec les États-Unis travaillent ensemble pour faire face à ces menaces qui sont des réelles menaces. En même temps, on veut avancer dans la paix, dans le processus du paix pour assurer la stabilité, la paix dans la région. Mais on ne peut pas le faire sans prendre en considération sérieusement les intérêts israéliens. Il faut vraiment... Malheureusement, cette émission ne représente pas vraiment ces intérêts, ne les prend pas en considération et on peut s'en douter des motivations de ceux qui veulent complètement ignorer les intérêts israéliens, les motivations israéliennes dans le domaine de la sécurité. Ce qui est certain pour un Israélien, ce qui est très clair, c'est que on se dénie de ces vrais intérêts sécuritaires d'Israël, ne vont ni avancer la paix, ni la fin du conflit entre les Israéliens et les Palestiniens. Merci beaucoup, Monsieur Samir Havel, pour votre intervention dans notre émission spéciale. Je rappelle que vous êtes le numéro 2 de l'ambassade d'Israël à Paris, le ministre plénipotentiaire. Et j'accueille tout de suite sur ce plateau spécial Monsieur Simon Benchimol. Monsieur Simon Benchimol, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un inconnu du grand public, si je puis dire. On peut l'avouer, vous travaillez à la rédaction de JSS News. Mais vous êtes également un nouvel immigrant en Israël. Vous vivez dans le sud d'Israël, sous les roquettes du Hamas. Vous avez fait votre alia, comme on dit, au mois d'août. 2 jours plus tard, il y avait les premières roquettes et cette escalade sécuritaire dans le sud d'Israël au mois d'août. Et vous avez accepté d'intervenir dans notre émission pour parler de ce que vous avez vu dans Un œil sur la planète. Rappelez-nous, expliquez-nous brièvement votre point de vue. Qu'est-ce qui vous a tant choqué? Qu'est-ce qui fait que vous avez accepté de venir témoigner avec nous aujourd'hui? La manière dont on a présenté le peuple israélien est clairement d'une certaine manière le peuple juif comme étant un peuple de tortionnaires. Quand j'ai vu ce reportage, alors que ça n'a fait maintenant qu'un mois et demi que je vis en Israël, je me suis demandé si les journalistes qui avaient réalisé ce reportage n'avaient ne serait-ce que mis un orteil en Israël. Ce reportage nous donne l'impression que nous sommes un peuple de bourreaux, alors que quand on connaît la réalité du terrain et la réalité des Israéliens, ce peuple est adorable, toujours prêt à aider les autres. Est-ce que vous pensez que les journalistes d'Un œil sur la planète auraient très bien pu faire un reportage amical envers les Palestiniens, proposer d'ailleurs, comme le fait le gouvernement israélien, vouloir un État, vouloir la paix, etc., sans pour autant taper sur Israël à chaque coin de phrase, si on peut dire? Je pense sincèrement que ce type de reportage n'amènera en rien la paix. Cela va du mensonge par omission, présentant les choses sous un regard complètement rose et cachant toutes les réalités sombres du peuple palestinien, à des mensonges effrontés tels que celui de la création d'Israël en 1947 dans les premières minutes du film. Présenter que la faute serait partagée alors que les Arabes ont lancé une guerre d'annihilation des Juifs, criant ouvertement « nous égorgerons tous les Juifs, nous les jetterons tous à la mer ».
quelle responsabilité partageons les Juifs d'avoir survécu? Merci beaucoup Simon Benchimol d'avoir partagé un peu de votre temps avec nous, avec les téléspectateurs. Je vous propose tout de suite ce reportage sur la ville de Jérusalem, la ville 3 fois sainte pour les Juifs, pour les musulmans et pour les chrétiens. Un reportage, une séquence de reportages tirée directement du reportage de France 2, et on accueillera juste après un guide touristique spécialisé dans Jérusalem. Il s'appelle Rafi Idbitsky et il sera en compagnie du professeur Emmanuel Navon, professeur de relations internationales. Je vous laisse tout de suite regarder ce reportage sur Jérusalem. Si le caractère sacré d'Hébron est cher aux Juifs et aux musulmans, que dire de Jérusalem? Ville 3 fois sainte et objet de toutes les convoitises. Divisé entre Arabes et Juifs d'Est en Ouest, jusqu'en 1967, Israël a annexé la partie arabe après la guerre des 6 jours. La partie même où les Palestiniens voudraient établir la capitale de leur futur État. Depuis, l'État hébreu installe des colons à Jérusalem-Est. Ils sont près de 200 000 aujourd'hui, presque autant que les Palestiniens. L'objectif avoué d'Israël, renverser le rapport démographique en faveur des Israéliens et empêcher à jamais que la ville sainte soit à nouveau divisée. Dans la vieille ville de Jérusalem, les colons investissent les quartiers arabes. Ziad Amouri offre une assistance juridique aux Palestiniens qui ont perdu leur maison au profit des colons. Ici, le symbole d'une colonisation très politique, la maison achetée par l'ancien Premier ministre israélien, Ariel Sharon. Alors retour sur le plateau de notre émission spéciale avec deux invités exceptionnels. Rafi Idbitsky, vous êtes guide touristique à Jérusalem. Vous êtes un ancien également colonel de réserve dans l'armée israélienne. Commandant de réserve. Et à ma droite, notre ami Emmanuel Navon, bien connu de tous les spécialistes de géopolitique, puisqu'Emmanuel Navon est professeur de sciences politiques et de relations internationales à l'université de Bar-Ilan de Tel Aviv. L'université de Tel Aviv. On vient de voir ce reportage sur Jérusalem. On vient d'entendre des mots de journalistes qui parlent d'Israéliens qui judaïsent Jérusalem, de Juifs qui judaïsent Jérusalem, de Juifs qui font fuir les Arabes, qui colonisent petit à petit, qui font venir de plus en plus de Juifs pour unifier à tout jamais la ville de Jérusalem. Vous êtes guide touristique de Jérusalem, vous connaissez parfaitement la situation. Qu'en est-il réellement sur le terrain? Il faut bien distinguer, on va dire, la vie ou l'agenda des médias, l'agenda des politiciens et l'agenda des civils ou des citoyens que nous sommes. Et je crois que les problèmes sont beaucoup moins importants que ceux qu'on peut voir ou qu'on peut apercevoir dans la presse de manière particulière. Je suis, comme vous l'avez très bien souligné, très souvent dans la vieille ville de Jérusalem, si pas chaque jour, en tout cas chaque semaine, et ça ne pose absolument aucun problème. Emmanuel Navon, dans ce reportage, on parle à un moment, un des interlocuteurs explique que les Juifs arrivent dans Jérusalem-Est, ils sont là pour faire fuir les Arabes qui y habitent, ils s'accaparent leur maison et on sous-entend qu'ils arrivent avec des mitraillettes et qu'ils font fuir tout le monde. D'abord, je crois que le terme de judéiser Jérusalem équivaut à utiliser le terme de franciser Paris ou d'américaniser Washington. C'est une aberration. Jérusalem est la capitale du peuple juif depuis 3000 ans. Jérusalem n'a jamais été la capitale d'un quelconque État arabe dans le passé. Et même en arabe, dans le passé, les Arabes appelaient Jérusalem Ba'it al-Maqdis, ce qui est la translittération de Bet Hamikdash, de l'hébreu Bet Hamikdash, ce qui signifie le mont du temple, et par conséquent le temple de Jérusalem, et donc les Arabes eux-mêmes, dans leur langage même, reconnaissent le passé juif de Jérusalem. Alors, mais en ce qui concerne l'achat de ces propriétés, il y a des histoires très connues d'associations juives, comme vous expliquez, qui mettent des dizaines de millions de dollars pour acheter une minable petite propriété. Alors, les Juifs ne font pas fuir les Palestiniens et les Arabes israéliens et les musulmans dans la vieille ville, rassurez-moi. Israël est un État de droit. Donc, les appartements sont achetés, ils ne sont pas volés, ils ne sont pas squattés, ils sont achetés. Donc, les Juifs ne font pas fuir les musulmans? Non seulement les Juifs ne font pas fuir les musulmans, mais la population musulmane de Jérusalem n'a fait que croître depuis la guerre des 6 jours. Donc, comment expliquer cette croissance, si ce n'est par le fait que les Arabes
et les musulmans en général sont attirés à Jérusalem parce qu'ils y ont la citoyenneté israélienne, qu'ils y bénéficient d'un mode de vie et de confort matériel et de droits qu'ils n'ont nulle part ailleurs dans le monde et certainement pas dans l'autorité palestinienne, où comme l'a rappelé M. Izbitski, ils se font tuer. Il y a une peine de mort s'ils vendent à des juifs. Absolument, ils sont obligés Cela de n'existe sortir, pas en Israël. Encore une fois, Israël est un État de droit, et je pense que dire qu'il n'est pas normal qu'un juif puisse acheter dans une certaine partie de la ville, c'est de la ségrégation. Absolument. Imaginez si Israël disait les Arabes ont le droit d'acheter uniquement dans certaines parties de la ville. Rafid. Le monde ferait un scandale. Bien sûr, Rafid Bitsky, à propos du tramway de Jérusalem, tout nouveau, tout beau, c'est forcément un tramway de la ségrégation. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est un tramway de l'unité. De l'unité. C'est un tramway qui passe pas loin du camp qu'on appelle le camp de réfugiés de Chouafat. C'est un tramway qui part de Pisgazev, donc du nord-est de Jérusalem, qui traverse quasiment toute la ville et qui arrive sur le mont Herzl. Je ne vois pas. Le fait je que ce peux vous raconter, je peux vous raconter même peut-être une petite anecdote qui est très curieuse. On avait demandé à une compagnie juive israélienne d'amener les rails et à une compagnie arabe de Jérusalem-Est d'amener les boulons. Les rails et les boulons ne convenaient pas les uns avec les autres, et donc c'est une troisième compagnie qui est arrivée pour mettre tout ça en place. Donc c'est un peu comique, mais c'est seulement pour vous montrer la réalité. S'il y en a un qui amène les rails et les autres les boulons, ça montre bien comment ça se passe. Et surtout, les passagers sont ensemble dans les trains. Dans le quotidien, est-ce que les Arabes, les musulmans, les Juifs, les chrétiens, les Arméniens, les orthodoxes prennent tous ce tramway? Est-ce qu'ils le prennent tous dans la même trame, ou est-ce qu'il y a les Juifs devant, les Arabes derrière? Comment ça se passe? Je ne sais pas si c'est de la ségrégation, si on est en Afrique du Sud. Écoutez, la réalité, comme on le sait aujourd'hui en Israël, c'est que bien entendu, il n'y a pas de ségrégation et que tout le monde est ensemble dans les trains. Mais non seulement cette comparaison avec l'Afrique du Sud est absurde, puisque en Israël, il n'y a pas de ségrégation entre les groupes ethniques. Au contraire, je vous rappelle qu'en Israël, c'est un juge arabe qui a envoyé un ancien chef d'État en prison pour viol. Moshe Katsav. Non mais, c'est ça l'apartheid? Donc je veux dire, non seulement ça, mais Israël est le seul pays de cette région dans lequel les Arabes ont des droits. Ils se sont révoltés en Égypte, ils se sont révoltés en Tunisie, mais en Israël, les Arabes sont juges à la Cour suprême, ils sont professeurs d'université dans l'État d'Israël, dans l'État juif. Il y a des Miss Israël arabes également. Ministres, donc je veux dire par là... Des Miss, oui, également. Et pas les plus moches. Je crois que ce qui est très typique dans ce reportage, c'est de se baser uniquement sur les témoignages et la version du côté palestinien. C'est-à-dire que tout le reportage, pas seulement sur la question qu'on est en train d'évoquer, ne se base uniquement sur les versions des Palestiniens. Et la réalité dans les faits à Jérusalem pour les permis de construire, c'est que la ville de Jérusalem a donné plus de permis de construire depuis 1967 qu'il n'y en avait à l'époque des Jordaniens. Lorsque les Jordaniens contrôlaient Jérusalem-Est, il n'y avait pas une politique légale de construction, et malheureusement cette culture de construction sans permis continue aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens construisent sans permis de construire, effectivement, comme dans tout pays, comme dans tout état de droit, même si vous faites ça à Paris, si vous construisez une maison au milieu des Champs-Élysées, eh bien, l'État viendra la démolir. Est-ce que cela sera considéré comme une violation des droits des Arabes si quelqu'un vient construire une maison en plein milieu d'une rue à Paris? Il y a, encore une fois, Israël est un État de droit. Les permis sont donnés aussi bien aux Juifs qu'aux Arabes, et venir présenter la démolition de maisons qui sont construites de façon illégale comme une espèce de crime contre l'humanité, c'est tout simplement transformer la réalité et l'inverser de bout en bout. Je vous propose de regarder un reportage qui intéressera énormément Emmanuel Navon, professeur de sciences politiques, de relations internationales. C'est à propos du lobby juif aux États-Unis. Un document à charge a été tourné par cette équipe. On accuse carrément les Juifs de prendre Obama comme un pantin et de le manipuler. On regarde le reportage et on en parle dans un instant. Dans un pays où les campagnes électorales coûtent cher, aucun politicien américain ne peut faire l'économie du soutien financier de l'AIPAC. La position d'un élu sur la question israélienne détermine la générosité du lobby. M.J. Rosenberg a travaillé pour l'AIPAC. Il en explique les méthodes. N'importe quel politicien américain sait que s'il appuie la politique israélienne, s'il ne la remet pas en question, il sera récompensé par de généreuses contributions pour sa campagne électorale que l'AIPAC ou d'autres organisations vont faire distribuer. Le site internet Camera traque par exemple tout propos, tout angle éditorial dit anti-israélien.
Le site nomme les reporters contrariants, liste les éditoriaux inopportuns et les reportages qu'il considère comme déviants. Le lobby va compliquer considérablement la carrière des journalistes qui ne sont pas perçus comme pro-israéliens. Alors là, j'ai envie de dire, messieurs, on est en plein dans les protocoles des sages de Sion, le mythe antisémite par excellence, le juif qui contrôle tout, qui achète les gouvernements, qui achète les médias, qui surveille les médias, qui surveille les journalistes. Bienvenue dans les protocoles de sages de Sion, version revisitée par France 2 le 3 octobre 2011. Vous en pensez quoi, Emmanuel Lavonne? Je pense que la comparaison est exacte. C'est digne effectivement du protocole des sages de Sion, à savoir que les journalistes ont décidé que s'il y a un soutien qui est réel des États-Unis pour Israël, il ne peut y avoir qu'une seule raison. Pas qu'il y a des intérêts stratégiques communs, pas qu'il y a des valeurs communes, pas que Israël peut peut-être avoir raison. Non, non. C'est uniquement, mais uniquement, parce que le lobby juif, qui est ultra puissant, achète les hommes politiques. Et même Barack Obama, qui est décrit dans le reportage comme quelqu'un qui a une sensibilité pro-palestinienne, a dû renoncer à cela à cause du lobby juif. Donc il est un pantin, en fait, des juifs. Et remarquez autre chose également, c'est que le reportage parle également des professeurs Walt Emmersheimer qui ont écrit contre le lobby juif. Alors là, par contre, on ne vous dit pas qu'ils disent ce qu'ils ont dit à cause du lobby saoudien qui est beaucoup plus puissant que le lobby juif. Alors justement, eux, par contre, ils sont... Expliquez-nous ce lobby saoudien. Très peu de monde connaît ce lobby saoudien. C'est le lobby arabe par excellence à Washington. Et on dit dans les think tanks, les petits espaces un peu où on s'y connaît un petit peu, que c'est le lobby le plus puissant et non pas le lobby juif. Bien entendu, c'est un lobby qui en termes financiers dépasse de très loin l'AIPAC et le lobby juif. Entre parenthèses, il y a des centaines de lobbies aux États-Unis. Donc ils ont décidé de parler du lobby juif. Vous avez le lobby arménien, le lobby grec, le lobby turc. Il y a plein de lobbies. Mais en ce qui concerne le conflit israélo-arabe, le lobby saoudien est beaucoup plus puissant financièrement et également est extrêmement puissant sur les campus. Toutes les chaires universitaires qui ont été achetées par les Saoudiens ces dernières années expliquent également l'ambiance extrêmement anti-israélienne sur les campus. Mais j'ajoute par ailleurs que les journalistes dans ce reportage n'ont pas accusé Walt et Mersheimer d'avoir écrit ce qu'ils ont écrit sous l'impulsion du lobby saoudien. Là, par contre, s'ils disent ce qu'ils disent, c'est parce qu'ils sont purs intellectuellement. En revanche, soutenir Israël, c'est uniquement parce que vous êtes fait acheter par les Juifs. Dernier point, il parle effectivement de cet AIPAC qui vérifie les médias et qui punit les journalistes, n'est-ce pas? Alors que la personne qu'ils ont interviewée, MJ Rosenberg, lui, est à la tête d'une organisation qui, toute la journée, regarde les médias conservateurs aux États-Unis pour faire tomber les journalistes de droite, en particulier Glenn Beck, qui a perdu sa position à Fox News à cause de cette organisation. Donc tout est complètement inversé, et c'est une façon extrêmement, je crois également méprisante de traiter les hommes politiques, et en particulier le président Obama, qui est de dire finalement cet homme n'a pas de courage, n'a pas de ses propres opinions, il est complètement manipulé. Merci beaucoup, messieurs. Je vous propose de retrouver cette toute dernière séquence que nous allons analyser dans un instant avec vous, toujours Emmanuel Lavonne, et avec Marc Israël Selem, journaliste et photographe au Jérusalem Post. À tout de suite. Y aura-t-il un jour une Palestine libre aux côtés d'Israël? Les Nations Unies l'avaient prévu. C'était en 1947 au moment de la création de l'État hébreu. Mais le partage n'a pas eu lieu et chacun porte une responsabilité dans cet échec. Emmanuel Lavonne, vous avez voulu revenir avec moi sur les toutes premières secondes de ce reportage. Les images que nous venons de voir représentent les 30 premières secondes du reportage. Et cette première phrase, en 1947, l'ONU partage la Palestine. Mais ça ne s'est pas fait. Les deux pays en portent la responsabilité. Qu'en est-il vraiment ? Je pense que, comme on dit en anglais, first impression, last impression, le reportage commence avec un mensonge, donc ça commence très bien. Le plan de partage de 1947 a échoué à cause des Palestiniens. Il a été accepté par les Juifs et refusé par les Arabes, point à la ligne. Dire que c'est un mensonge journalistique. C'est un mensonge, et je le dis, je le souligne, c'est un mensonge. 1947, le plan de partage a été accepté par la direction sioniste en Israël. Elle a été rejetée par la Ligue arabe, par Haj Amin al-Husseini, le dirigeant palestinien de l'époque, qui était un collaborateur nazi, qui a répondu au plan de partage Idbah al-Yahoud,
Il faut égorger les Juifs et qui ont enclenché une guerre d'anéantissement, d'extermination. Et le chef de la Ligue arabe a bien dit il faut massacrer tous les Juifs. Alors comment dire que les responsabilités sont partagées? D'ailleurs, l'ONU parlait d'un État à l'époque arabe et non d'un État palestinien. Le mot palestinien est une invention des 40 dernières années. Okay. S'il n'y avait pas eu de mouvement sioniste, personne aujourd'hui ne parlerait d'État palestinien, de peuple palestinien. Ce que les Anglais ont renommé Palestine dans l'Empire ottoman, qui n'existait pas dans le passé, faisait partie de la Syrie du Sud dans l'Empire ottoman. Donc de toutes les manières, le terme même de palestinien est une invention des 40 ou 50 dernières années. Et l'ONU avait effectivement parlé d'un État juif et d'un État arabe. Si ce partage ne s'est pas fait, ça n'est pas parce que les deux parties sont responsables, c'est parce qu'une partie est responsable, pas les deux. Alors ce type de mensonge journalistique, on en a vu tout au long de l'émission, qui a duré 2h30 au total, bien entendu, on ne peut pas reprendre tout petit à petit, mais il me semble qu'il y avait un autre point que vous souhaitiez développer particulièrement. Il y a deux autres mensonges, deux autres inexactitudes dans ce reportage. L'une attention, on parle bien de mensonges réels et avérés. Écoutez, soit les journalistes sont ignorants, soit ils mentent. D'accord. Donc on peut leur donner le bénéfice du doute. Mais en tout cas, lorsqu'ils disent que la résolution 194 de l'Assemblée générale des Nations unies reconnaît aux Palestiniens le droit de revenir en Israël, c'est faux. Le droit au retour, vous parlez? Le droit au retour. Il n'y a pas de droit au retour. C'est faux. Le droit international ne reconnaît pas un tel droit aux descendants. Et les résolutions de l'Assemblée générale ne sont pas exécutoires en droit international. Elles ne constituent que des recommandations et ne constituent pas donc un droit. Une obligation. Par ailleurs, le texte de la résolution parle de réfugiés qui voudront vivre en paix avec leurs voisins, ce qui disqualifie quasiment tout le monde. Et la résolution ne passe pas simplement des réfugiés palestiniens, mais des réfugiés juifs, des 900 réfugiés juifs expulsés des pays arabo-musulmans après la naissance d'Israël. Troisième contre-vérité historique, ignorance ou mensonge, c'est aux journalistes eux-mêmes de le dire, c'est de dire que finalement que les tirs de roquettes de la bande de Gaza vers Israël sont le résultat de la conséquence des raids israéliens. Alors, là, c'est non seulement faux, mais c'est une prise de parti du narratif palestinien qui est de dire nous, on ne tire jamais les premiers. Tout d'un coup, Israël, un jour, s'est réveillé et a envoyé des avions pour tirer sur la population civile. C'est pas un peu l'histoire de l'œuf et la poule qui est arrivé en premier? Non, ça n'est pas l'œuf et la poule. Israël, l'intifada d'Arafat en 2000 a été suivie par des tirs de roquettes de la bande de Gaza vers Israël sans aucun tir israélien. Après le retrait israélien, ils n'ont fait que redoubler. Et donc, encore une fois, de la même manière que le plan de partage a échoué à cause des Arabes, la violence a commencé à cause des Arabes, c'est très clair. Il n'y a pas de cycle de la violence. Il y a eu des roquettes qui ont été lancées sans aucune raison vers Israël. Israël a répliqué et continue de répliquer, mais dire que ces tirs de roquettes sont le résultat des agressions israéliennes, c'est faux et il faut le dire. Il y a un tout dernier point que j'aimerais discuter avec vous. C'est le cas de Gilad Shalit qui est évoqué très brièvement dans ce reportage. On parle d'un prisonnier. Est-ce qu'aujourd'hui Gilad Shalit est un prisonnier? Tout simplement. Il n'est pas un prisonnier, il est un otage. C'est un otage. Ce n'est pas quelqu'un qui a été. Ce n'est pas quelqu'un qui. Un prisonnier, c'est quelqu'un qui a commis une infraction ou un crime, qui a été jugé et qui est en prison. Gilad Shalit a été kidnappé et il est otage aujourd'hui depuis plusieurs années contre toutes les règles du droit international. Ce n'est pas un prisonnier, c'est un otage. Ce sera le mot de la fin avec vous, Emmanuel Navon. Merci infiniment de votre présence. Merci à vous. Dans un instant, on se retrouve sur le plateau avec Marc Israël Selem, photographe en chef du Jérusalem Post, et avec Mathias Inbar, correspondant de la presse française en Israël. Mathias Inbar fera la conclusion de cette émission. À tout de suite. Nos fenêtres sont très très proches de la colonie. Il y a à peu près 2 mètres entre eux et nous. Quand on avait encore des vitres ici, tous les jours ils lançaient des objets pour les casser. Et le verre tombait dans la nourriture. Finalement, je suis allée voir le comité de réhabilitation d'Hébron pour qu'ils enlèvent les vitres et mettent les volets à la place. Alors c'est sûr, on n'a plus de lumière, on n'a plus de soleil. C'est un peu dur, mais c'est mieux que d'avoir du verre dans la nourriture des enfants. C'est par cet escalier que les soldats montent. Vous avez le droit de l'utiliser? Jamais de la vie, c'est interdit. Sortir de chez eux n'est pas non plus une mince affaire pour les azés. Une route goudronnée existe bien à proximité de leur maison, mais elle est exclusivement réservée aux colons. Et sur une échelle, difficile de faire descendre des triplés et encore moins une poussette pour aller faire les courses.
Retour sur le plateau de notre émission spéciale avec Mathias Inbar, correspondant de la presse française en Israël. Bonjour Mathias. Bonjour. Merci d'avoir accepté de venir répondre à nos questions et de faire la conclusion de cette émission. À ma gauche également, Marc Israël Selem. Vous êtes journaliste, photographe, photoreporter. On parlera d'un de vos fameux clichés qui fait actuellement le tour du monde, le tour de la toile. Et on verra pourquoi. Mais on vient de voir à l'instant ce reportage, cette partie de cette séquence sur la ville de Hebron, une ville aujourd'hui divisée où quelques centaines de juifs vivent au milieu d'une population arabe bien plus grande, bien plus importante. Dans les faits, brièvement rappelé, des rues réservées aux juifs, une mosquée et un lieu saint juif qui sont divisés en deux. Est-ce que c'est la réalité aujourd'hui sur le terrain, Mathias Inbar, vous qui connaissez bien la ville de Hebron, est-ce que c'est la réalité? Les deux Hebron, les Hebron juives et la Hebron arabe. Exactement. Qui s'appelle Al-Khalil. C'est la réalité du terrain, le journaliste n'a absolument pas menti, en tout cas au niveau des images, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des rues réservées aux populations musulmanes et surtout aux populations juives. Il y a ce lieu saint, ce caveau des patriarches qui est divisé en deux depuis les violences de part et d'autre et principalement depuis la tuerie de ce Baruch Goldstein. Effectivement, c'est une réalité. Maintenant, est-ce qu'il fallait absolument mettre sa caméra uniquement sur ces points-là? C'est à discuter. Un journaliste, je peux aller en Jordanie demain, j'y suis allé régulièrement. Je peux montrer que la population palestinienne des camps de réfugiés vit bien dans une pauvreté totale. Et en même temps, si je me rapproche d'Amman, il y a toujours des camps de réfugiés palestiniens. Et là, je verrai que les camps de réfugiés palestiniens travaillent, sont chauffeurs de taxi et ont des maisons. Donc en même temps, c'est en fonction de ce que je peux décider. C'est possible. Mathias, je voudrais vous proposer de regarder ce cliché, ce double cliché qui a été pris ici par Marc Israël Selem. Cliché qui a été pris le 2 octobre, le 3 octobre Le 3 octobre. Le 3 octobre à Ramallah, sur la place de l'horloge, donc c'est la place centrale. Voyez ce cliché, décrivez-le nous en direct, Marc Israël Selem. Que s'est-il passé ce jour-là et de quoi s'agissait-il? Donc on arrive à Ramallah, il y avait une manifestation en faveur des prisonniers palestiniens. C'est une manifestation où on demandait de libérer les prisonniers palestiniens des prisons israéliennes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je commence à faire mes photos, je tâte l'ambiance. Toujours, je me pose la question, quelle va être la photo qui va... En une photo, on doit essayer de retranscrire tout l'événement. Et je cherche. Donc, je tourne autour. Et à un moment, je me rends compte que l'une des meilleures places, c'est d'aller sur la scène elle-même. Donc, je monte sur la scène, je fais mes photos et je me rends compte que j'ai la photo, mais c'est pas encore ce que j'ai besoin. Et donc, en fait, je rentre à l'intérieur de la foule. Et il y a une femme qui s'esclave, qui rigole avec ses amis, qui brandit dans sa main une photo. Donc je comprends que c'est une mère ou une sœur de ce monsieur qui est sur la photo, qui doit être un prisonnier israélien, dans les prisons israéliennes. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle me voit. Il lui prend 5 minutes pour comprendre que je suis là. Et là, elle cache son visage, se force. Et en 17 secondes, elle se met à pleurer. Alors justement, on voit très bien sur le cliché, vous avez laissé le minutage et les secondes exactes. Est-ce que vous pouvez nous certifier, nous promettre qu'il s'agit vraiment de 17 secondes de différence non, en fait, entre le sourire... Non, sur la photo, vous avez 23 secondes. 23 secondes de différence. Mais il lui a fallu 5 secondes pour comprendre qu'il y avait des photographes qui étaient là. Et bien sûr, quand on regarde les agences de presse, parce que tous les photographes qui sont dans ce côté-là, c'est des photographes palestiniens, qui travaillent pour la presse internationale. Pour la presse internationale. Il n'y a aucun photographe, il n'y a aucun site des agences de presse étrangères qui a mis la photo de la femme en train de sourire. Et donc on la voit en train de pleurer avec les larmes. Question très importante, vous êtes journaliste, vous êtes photoreporter. Est-ce que ce genre de manipulation est courante? C'est-à-dire que on a clairement affaire à... Alors, première question, est-ce qu'on a clairement affaire à ce qu'on appellerait pleureuse professionnelle? Quelqu'un qui est payé pour pleurer, pour venir pleurer, ou quelqu'un qui s'entraîne, une comédienne? Qui était cette personne? Qui était cette femme d'après vous? Il est évident que cette personne, je ne sais pas si elle est payée ou pas payée, parce que je n'ai pas les preuves, donc on ne peut pas se permettre d'arriver à ces conclusions. Il est évident que c'est une personne qui était là pour jouer un rôle. Elle est venue, elle a vu les photographes, les caméramans, s'est mise à pleurer. Une fois qu'on est parti, elle ne pleurait plus. C'était tout autour. Et une personne qui arrive à pleurer en 17 secondes, si vous essayez à la maison... Alors Marc, on a une petite surprise pour vous. On a retrouvé les images de votre ami de Ramallah. C'était il y a 10 ans, lors du 11 septembre. C'était sur Fox News. Regardez les images. Regardez, elle est contente. Elle célèbre les attentats du 11 septembre. C'est exactement la même personne.
Est-ce que ce genre de comédie, si l'on peut dire, est un phénomène régulier? C'est évident, on a vu plusieurs fois où il y a des faux enterrements, où vous avez une ribambelle de photographes devant des enfants qui jettent des pierres dans le vide. Il n'y a personne en face, c'est juste pour la photo. Donc il y a toujours ces mises en scène qui sont mises, et il y a toujours le devoir du photographe d'amener une image qui est frappante. Maintenant, comme disait Mathias, il n'y a pas de mensonge. Les images, elles ne mentent pas. Le fait est là, maintenant, on prend une direction. Soit on décide de montrer telle chose ou telle chose. Par exemple, sur la deuxième photo que je vous ai montrée, à l'instant, il y a une photo d'Issa Ouya. Vous voyez, dans la première photo, vous voyez le soldat israélien. C'est la photo qu'on voit actuellement à l'écran. Voilà. La photo avec le soldat israélien qui est avec son lance-grenade. Et au fond, vous voyez les enfants qui jettent des pierres. Et vous avez la deuxième photo, vous avez un soldat israélien qui sort d'un enfant palestinien d'une maison en feu. Donc on peut jouer aussi de l'autre côté. J'ai fait exprès de vous montrer ces deux images. Alors si je mets que la photo du soldat israélien qui sauve les enfants palestiniens du feu, bah c'est faux aussi, parce que c'est pas la vraie réalité de l'histoire. Maintenant on a un parti pris, on est partie intégrante du conflit, chacun a son parti pris, et chacun décide sa ligne directive. Alors jusqu'où peut aller l'honnêteté intellectuelle d'un journaliste et d'un photoreporter? Justement, l'honnêteté, c'est de montrer les deux, ou de montrer quelque chose de plus neutre, parce que si on sent que c'est une comédie, on n'a pas le droit de montrer de la comédie, puisque dans ce cas-là où la femme pleurait, alors c'est totalement faux. Sinon on devient scénariste. Sinon on devient scénariste, on n'est plus journaliste. Voilà, tout à fait. Est-ce que vous avez tiré une leçon particulière de cet événement? C'est la première fois que vous faisiez face à cet événement, vous, personnellement? C'est la première fois que ça m'arrive de voir un changement de situation aussi rapide. C'est une personne qui voit des caméras et qui se met à jouer de la comédie. Mathias Inbar, vous allez régulièrement également à Ramallah, vous connaissez bien la ville, tous ces petits secrets. Est-ce que les scènes décrites ici par Marc Israël Selem sont courantes à vos yeux? J'en ai jamais vu. Personnellement, j'en ai jamais vu. Je vais régulièrement dans le Ramallah, le New Ramallah, la Silicon Valley, c'est-à-dire là où sont situées les principales banques, l'Arab Bank là, et tous les concessionnaires de voitures, dans le centre-ville, la place Al-Manara. Sincèrement, je ne me suis jamais senti obligé de raconter une farce. Maintenant, j'en ai jamais vu. Marc est tombé sur l'événement qu'il fallait photographier. Il a eu de la chance pour lui, pour l'événement, et bien pour montrer aussi qu'il y a sur le terrain une réalité. J'aimerais un instant qu'on regarde cette toute dernière séquence de l'émission et on fait la conclusion avec vous, Mathias Inbar. Merci beaucoup, Marc Israël Selem. Au revoir. Pas d'État sans crédibilité. L'autorité palestinienne traînait une réputation de corruption. La situation s'est bien améliorée. L'association Aman, Transparence, essaie de mobiliser la population contre la corruption. Cette exigence de transparence se retrouve au plus haut niveau de l'État. Tous les 15 du mois, les fonctionnaires du ministère des Finances mettent en ligne le budget de la Palestine avec ses recettes et ses dépenses. Une clarté dans les comptes publics dont beaucoup de pays feraient bien de s'inspirer. Dernière séquence de cette émission et j'accueille en plateau à mes côtés Maxime Pérez. Bonjour, vous êtes également correspondant de la presse française en Israël. Et Mathias Inbar, que l'on ne présente plus, qui était là il y a un instant. On vient de voir cette séquence très courte sur la corruption, par exemple, dans les territoires palestiniens. On sait qu'à l'époque de Yasser Arafat, il y avait une corruption énormissime au sein de l'autorité palestinienne. On avance même le chiffre d'1 milliard de dollars détournés par Yasser Arafat et qui serait aujourd'hui à sa femme Soura qui vit à Paris. Est-ce qu'aujourd'hui, comme l'affirme ce reportage d'Un œil sur la planète, il n'y a absolument plus de corruption au sein de l'autorité palestinienne? Mathias Inbar. De toute façon, on ne peut dire d'aucune administration qu'il n'y a plus de corruption. La corruption, à partir du moment où on arrive dans les hautes sphères de l'État, elle est réelle, que ce soit aux États-Unis, en France, au Nicaragua, en Bolivie ou au Burkina Faso. Donc, force est de constater qu'à la différence de l'époque d'Arafat, les fonctionnaires de l'autorité palestinienne aujourd'hui reçoivent de façon régulière leur salaire. Maintenant, comme vous l'avez dit, Salam Fayed est un bureaucrate. Il a effectivement accompli des prouesses, mais il a aussi les défauts de ses qualités. Il n'est pas appareillé au Fatah et il a face à lui les vieux dinosaures d'un parti dont les cadres aujourd'hui continuent de s'accrocher depuis la mort d'Arafat à leur fauteuil et bien entendu ont préservé leur vieille méthode d'antan
et parmi elles, la corruption en fait partie. La preuve, c'est Fabani Chabané que vous avez vous-même interrogé. Je l'ai interrogé, je suis allé chez lui parce qu'il a été mis complètement, vraiment en quarantaine. Fabani Chabané, c'était l'ancien préfet de la région de Ramallah. C'est le monsieur anticorruption. Monsieur anticorruption, mais il a eu plusieurs postes. Il a été préfet, il a été chef des services secrets intérieurs. Ensuite, il a été monsieur anticorruption et il a décidé, parce qu'il a décidé de parler, on l'a mis de côté, on lui a pris sa maison. Alors, pour rappeler les faits, cette personne qui a découvert et qui a mis en ligne un scandale sexuel d'un chef palestinien qui avait des relations sexuelles avec des possibles futurs employés. Mais pas seulement. Ça c'est vraiment un niveau minime de un niveau minime parce que lui, en tant que préfet, il a découvert lorsqu'il y avait des manifestations, des embrasements de la population, des jeunes populations à l'intérieur de Chouafat, par exemple, à l'est de Jérusalem, eh bien ces populations étaient financées par le Fatah, qui avait l'assurance derrière de recevoir des fonds occultes. Donc évidemment, c'est aussi une réalité. Mais cette personne a été mise en quarantaine. Il a été placé complètement sous tutelle des forces de sécurité palestiniennes. Il me disait, je sais que je vais mourir. La question est de savoir quand. Il a été chassé de chez lui, de sa grande maison de Jéricho. Il a été chassé de sa grande maison aussi de la ville de Hebron. Donc clairement, il y a eu des contrôles mis en place, dont parlait Maxime, des grandes institutions palestiniennes sur le terrain au niveau par le Fonds monétaire international. Non, par le Fonds monétaire international, par Bruxelles, par Washington, par la Banque mondiale. Mais on voit bien que on parle des grandes institutions dont parle le reportage, c'est-à-dire que les comptes sont suivis. Maintenant, lorsqu'on va sur le terrain avec les petits commissariats, au niveau local, eh bien, on s'aperçoit que les gouverneurs dont on parle vraiment, Maxime, c'est-à-dire les cadres du Fatah, ceux qui sont toujours en place, ce ne sont pas des bureaucrates. Eux ont toujours grandi avec ce système de corruption. Et il existe, oui, aujourd'hui, un double système de corruption. J'aimerais à présent conclure cette émission avec vous deux, messieurs. Vous avez vu les reportages. Il y a certes beaucoup de vérité dans ces reportages, parce que ce qui a été filmé représente une certaine vérité. Maintenant, beaucoup de personnes, et c'est en cela que notre émission a été utile, je pense, ont été surpris, ont été voire même choqués de la violence, entre guillemets, ça a été ressenti comme ça par beaucoup de personnes, par des juifs, par des sionistes, par des israéliens, vous les appelez comme vous voulez, de la violence anti-israélienne. Pour résumer un petit peu la situation, on pourrait dire qu'il existe des personnes qui sont pro-palestiniennes et il existe des personnes qui sont anti-israéliennes. Et d'un reportage pro-palestinien, on s'est retrouvé avec un reportage anti-israélien. Est-ce que c'est également votre sentiment, messieurs? Je peut-être me concentrerai sur certaines images. Par exemple, à Naplouse, lorsqu'on voit cette jeune fille palestinienne qui est en train d'apprendre à conduire des voitures de course, elle fait donc un virage. Au tout début et je me vois en train, et on en discutait avec Maxime juste avant de rentrer en scène avec vous, eh bien, on voit le journaliste en train de chercher pendant 4, 5 heures, 6 heures une image de tank israélien qui est en train de faire demi-tour. Et juste derrière le commentaire, c'est quoi? Il y a eu plusieurs centaines de morts palestiniens. Pas un mot sur les Israéliens. Donc, encore une fois, vraiment sur 20 secondes, on voit bien qu'il y a effectivement, sur cet espace restreint-là, un parti pris. Parce qu'un journaliste, pour penser de ce virage-là, montrer un virage de tank palestinien, de tank israélien, il faut chercher plusieurs heures parce que c'était pas évident. Et en plus, parce que c'est l'image vieille de 10 ans, de 11 ans. Oui, et en plus, clore le commentaire sur tant de morts palestiniens, sans parler des morts israéliens dus aux attentats suicides. La journaliste va en parler, mais bien après. Donc il y a effectivement là, il y a un problème de 2 poids 2 mesures. Il y a ce problème aussi, ce commentaire lorsque elle rentre dans ce tunnel, effectivement, cette sorte de tunnel selon le long corridor, cette souricière. Donc forcément, on estime quoi? Elle fait passer le message que les Israéliens considèrent les Palestiniens comme des souris, comme des rats. En parlant de souricière, c'est bien ce qu'elle veut dire. Vous qui êtes journaliste, un dernier point et on terminera là-dessus. On a l'impression, on l'a répété plusieurs fois dans cette émission, que les journalistes qui sont venus et qui ont fait ce reportage manquent légèrement ou beaucoup de connaissances sur la réalité du conflit. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti vous-même, vous qui êtes présent au quotidien en Israël et dans les territoires disputés, dans les territoires palestiniens, ou est-ce que vous pensez simplement que
ils ont simplement adopté ce romantisme palestinien, ce romantisme qui veut que il faut défendre coûte que coûte les pauvres victimes palestiniennes de l'humiliation israélienne quotidienne. On sent qu'il y a un certain angélisme, on le voit au début du reportage dans cette partie sur la bulle Ramallah où effectivement on a de la musique américaine, la musique des Beatles sur fond de jeunes qui s'amusent en boîte, qui sortent. Cette musique douce, très dont vraiment dont on pourrait s'attacher, voilà, il y a de l'insouciance à la fois voilà, une société vraiment en marche. Tous les ingrédients sont là pour aller de l'avant. Qu'est-ce qui manque? Donc, si vous voulez, on est là pour préparer le terrain à ce qui va venir ensuite, à savoir les problèmes, ce qui bloque aujourd'hui dans le conflit. Il y a cet angélisme, bon, il est propre à la presse occidentale, il est propre de façon générale aux Occidentaux. On l'a vu ces derniers mois avec les révolutions, les printemps arabes. Ce fameux printemps arabe que tout le monde a salué et qu'il faut saluer, mais aujourd'hui on se rend bien compte que la transition vers la démocratie est bien plus difficile que la chute des dictateurs. Et c'est tout le problème aujourd'hui de cet État palestinien, parce qu'effectivement l'État est en marche, mais qu'en sera-t-il une fois qu'il sera établi et sur quelles frontières? Et toutes ces questions, en fait, on n'y répond pas tout à fait. On est là pour quelque part dénoncer un petit peu le mal et on s'arrête là. Lorsqu'on interviewe un Palestinien qui nous dit « je souffre, je suis humilié », il n'y a pas de souci. Lorsqu'on tend à lui faire dire qu'il souffre et est humilié, ça c'est un autre problème. Donc le souci du journaliste, c'est d'essayer vraiment de montrer, d'être le plus objectif possible. C'est ça le problème. C'est là qu'effectivement il y a un malaise. C'est lorsque le journaliste essaye absolument de faire dire à ce Palestinien qu'il souffre. Pourquoi alors dans ce cas-là ne pas aller dans des supermarchés, je ne sais pas si j'ai le droit de dire des marques, mais des supermarchés dans le Gush Etzion ou à Shar Binyamin, qui sont au cœur, à côté de l'implantation de Kochav Yaakov et à côté de Ramallah, où on voit des populations palestiniennes et israéliennes qui achètent en même temps. Pourquoi ne pas montrer aussi des bons exemples? C'est peut-être ça le problème, c'est qu'il y avait des bons exemples. Il y avait Un Cœur par la Paix, l'association qui envoie des fonds pour financer, pour former des hôpitaux palestiniens à procéder à des opérations de type chirurgical cardiaque. Donc forcément, il y a des bons exemples. Lorsqu'on ne montre que les mauvais exemples, alors oui, il y a une certaine orientation. Maxime Pérez, je vous laisse le mot de la fin. Oui, et puis au-delà de ça, ce qu'on ressent dans ce reportage, et ce qui est triste, à mon sens, c'est qu'on sent une véritable rupture avec Israël, de la part des Palestiniens. Ils vivent dans leur réalité, avec leurs rêves, avec leur quotidien, leurs angoisses certainement, mais on sent surtout un rejet quelque part. Alors le rejet, peut-être, je terminerai. Est-ce que si c'est ça l'image que renvoie Israël au niveau des rédactions internationales, moi je dis ça fait peur. C'est plus que ça fait triste, ça fait peur. Parce que si c'est réellement comme ça qu'Israël est perçu aujourd'hui au niveau de toutes les rédactions occidentales, on peut se poser la question. C'est un signal d'alarme que nous tirons en disant ouvrez un peu plus, peut-être les yeux, un peu différemment peut-être, sur le conflit, parce que tout n'est pas blanc ou tout n'est pas noir, mais il y a un peu de gris, si on peut dire, dans ce conflit. Je tiens à remercier particulièrement toutes les équipes techniques et en particulier Ephraim qui a la réalisation de cette émission, les équipes d'InfoLive TV qui nous ont permis de mettre cette émission en place très rapidement, et toute la rédaction de JSS News qui nous a aidé à préparer cette émission, et en particulier à Simon Benchimol. Merci à tous et à bientôt pour une peut-être future émission spéciale. À bientôt.